Bonjour à toutes et tous, je suis Daniel Moucharzet, président de l'Université Sorbonne Nouvelle et j'ai l'honneur d'ouvrir avec Didier Lebray la fabrique de la diplomatie. Messieurs les ministres, Madame la maire du 12e arrondissement, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents, Monsieur le directeur de l'Académie diplomatique et consulaire, mon cher Didier, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs en vos grades, fonctions et qualités, chers collègues, chers amis, chères étudiantes, chers étudiants, au nom de toute la communauté de la Sorbonne Nouvelle, je voudrais vous dire en quelques mots le bonheur et la fierté d'ouvrir avec Didier Lebray cette fabrique de la diplomatie et de l'accueillir ici à la Sorbonne Nouvelle. La Sorbonne Nouvelle, ces deux mots veulent dire beaucoup. Ils sont un trait d'union entre le passé et l'avenir, entre une tradition ancienne de savoir et de pensée et le lieu où les humanités se déploient aujourd'hui au cœur de la cité. Aujourd'hui, le monde entier est à la Sorbonne Nouvelle. L'université des cultures, notre devise, n'est pas qu'une devise. C'est notre identité vécue jour après jour, à travers la diversité de nos étudiants et personnels. Diverse, la Sorbonne Nouvelle l'est plus que jamais. Avec près d'un tiers d'étudiants internationaux et la communauté des enseignants et des chercheurs, nous faisons vivre ici les langues et les civilisations du monde entier. Il est donc particulièrement pertinent et heureux que nous puissions accueillir la fabrique de la diplomatie grâce au partenariat étroit noué avec l'Académie diplomatique et consulaire et donc avec le ministère. Le résultat de cette belle relation se concrétise aujourd'hui et demain, dans un programme riche, pluriel et foisonnant, où s'associent et se rencontrent celles et ceux qui font la politique internationale. Je ne m'étendrai pas ici sur la nécessité vitale d'un tel espace de débat, de dialogue et de réflexion collective dans le contexte géopolitique actuel. Je soulignerai simplement qu'il est une démonstration en acte de la nécessité de placer la recherche, en particulier les humanités, au cœur de l'action publique, du local jusqu'à l'international. Cela fait partie intégrante de la mission de service public de nos universités et c'est un fondement essentiel de notre démocratie. Fondement que nous devons aujourd'hui défendre plus que jamais face aux menaces de l'obscurantisme, de l'autoritarisme et de la désinformation. Cette responsabilité ne s'arrête pas à nos frontières, bien sûr. Dans un monde marqué par la multiplication des crises, les universités participent directement à la construction d'un avenir et d'un bien commun. C'est ce que soulignait encore récemment France Université dans ses priorités de travail et ses ambitions collectives. Aux côtés de la diplomatie d'État se déploie fortement une diplomatie du savoir, portée par les chercheurs, les enseignants et les étudiants. Une diplomatie qui repose sur l'échange de connaissances, de transmission et de culture, et sur ce que les universités produisent de plus précieux, une expertise indépendante, une intelligence collective et une capacité à relier les peuples et les communautés. La fabrique de la diplomatie, c'est aussi cela, et nous nous en réjouissons. Pour finir, je tiens évidemment à remercier très chaleureusement toutes celles et ceux qui ont accompli un travail exceptionnel, le mot est faible, pour permettre la réalisation de cet événement, qui l'est tout autant. Merci bien sûr à l'Académie diplomatique et consulaire, à son directeur Didier Lebray, cher Didier, à toute son équipe. Merci également à toutes les directions services engagées du côté du ministère et à tous les partenaires si nombreux de l'événement, je sais que Didier y reviendra, je ne veux pas être trop long. Mais laissez-moi pour finir dire bien sûr un immense merci à toutes les équipes de la Sorbonne Nouvelle, de notre chère université, mobilisées pour la réussite de cet événement et pour leur travail remarquable à tous égards. Je tiens à remercier tout particulièrement Nicolas Loza, Marion Darras, Hervé Durand, Olivier Poursac, Stuart McClellan et toutes les équipes et services de l'université, DIL, DENUM, DICOM, cabinet, services juridiques et j'en passe. Du côté des enseignants-chercheurs, merci bien sûr à Thomas Ribémont tout spécialement, à l'origine avec Didier de notre heureuse rencontre, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont participé et qui participent, les enseignants, les chercheurs, les personnels administratifs, à cette fabrique de la diplomatie. Je ne peux évidemment pas tous vous citer, tous nominalement, vous m'en excuserez, mais vous vous reconnaîtrez. Au-delà de ces 2 jours, c'est une relation chaleureuse et fructueuse qui se construit sur le long terme. Nous continuerons ensemble à défendre la science et la démocratie et à construire l'action publique pour demain. Je vous remercie très chaleureusement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Avant que vous n'ouvriez officiellement cette première édition de la Fabrique de la diplomatie, permettez-moi, en votre nom, de remercier toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps, de leur énergie et de leur talent pour que nous puissions tous ensemble être au rendez-vous. Je pense bien sûr en premier lieu à notre partenaire principal, l'Université Sorbonne Nouvelle, et je crois que l'on peut applaudir chaleureusement son président et ses équipes qui, dès le départ, ont cru au projet et se sont investis à nos côtés. De manière générale, toute la communauté scientifique et académique s'est mobilisée. Notre initiative doit d'ailleurs beaucoup à un autre grand partenaire académique, Academ, qui regroupe toutes les écoles de recherche de l'école militaire.
Mention spéciale également aux acteurs de la société civile, très présents dans l'ensemble des animations de la Fabrique. Je voudrais, devant vous, Monsieur le Ministre, et devant de futurs acteurs des relations internationales, qui sont tous ici dans cette salle et dans d'autres salles pour vous écouter, qui ont répondu également présents, une communauté essentielle à la vie diplomatique de notre pays. On les appelle, dans notre langue, les opérateurs. Quel que soit leur statut, ils sont en réalité les vecteurs opérationnels de notre politique étrangère partout dans le monde. Qu'il s'agisse de déployer notre aide publique au développement, d'accompagner nos entreprises, de favoriser les échanges intellectuels et artistiques, de faire vivre la coopération entre collectivités territoriales, de défendre la recherche au bénéfice du plus grand nombre, d'engager la jeunesse sur des projets de coopération, de déployer notre expertise, d'accueillir des étudiants étrangers en France, dans nos lycées, à l'étranger, ou encore pour défendre une presse libre et indépendante ou soutenir les journalistes partout dans le monde. Vous en connaissez tous les acronymes, je les cite pour leur rendre hommage. L'Agence française de développement, Business France, l'Institut français, l'Institut de recherche au développement, le CIRAD, France Volontaire, Expertise France, Campus France, l'AEFE, France Média Monde, Canal France International. Ce sont autant d'emplois et de vocations pour tous les jeunes ici présents qui vont avoir la chance de pouvoir les rencontrer 2 jours durant. Je vous demande également de les applaudir. Avec vous, Monsieur le Ministre, et à votre demande, c'est toute une administration qui s'est mise en ordre de bataille pour aller à la rencontre des Françaises et des Français, et particulièrement de notre jeunesse étudiante. Pas une direction du Quai d'Orsay qui ne soit présente et mobilisée pour vivre et partager avec vous, avec nous, cette expérience inédite. Des ressources humaines à la direction immobilière, du numérique en passant par le protocole, du centre de crise à la direction de la communication, de la direction des Nations Unies aux affaires juridiques, de la direction des Français de l'étranger à la direction des archives, et bien sûr la direction générale de la mondialisation qui anime et coordonne nombre des opérateurs que je viens de citer. Les directions géographiques, Monsieur le Ministre, seront également présentes dans pratiquement toutes les tables rondes. Nos ambassadeurs et ambassadrices, bien sûr, des directeurs et des directrices, mais aussi de jeunes collègues diplomates. Ils accueilleront par ailleurs notre public dans des formats absolument inédits, privilégiés pour que vous leur posiez toutes vos questions. Ils vous donnent rendez-vous dans le petit salon de l'ambassade au 1er étage. N'oubliez pas cette adresse. Petit salon de l'ambassade au 1er étage. C'est la première fois que nous faisons ça. Réservez-leur le meilleur accueil, posez-leur toutes vos questions. Merci également de les applaudir. Ils sont là pour vous. Je voudrais, toujours en votre nom, Monsieur le Ministre, remercier nos collègues et homologues diplomates étrangers qui nous font l'amitié et l'honneur d'être avec nous ce matin pour cette cérémonie d'ouverture. Nombre d'entre eux interviendront lors des tables rondes et certains ont même fait le choix d'être présents et de proposer des animations. Vous aurez également le plaisir, Monsieur le Ministre et Messieurs les ministres délégués, de pouvoir les rencontrer dans leur stand, qu'il s'agisse de l'Allemagne, notre plus proche partenaire, mais également la Finlande, la Norvège, l'Angola, qui nous a permis d'inviter le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, qui interviendra demain. Je voudrais enfin remercier celles et ceux qui ont mis leur force et leurs moyens pour nous accompagner tout au long de la Fabrique. Je ne les citerai pas tous, vous pourrez les découvrir dans le hall d'entrée sur notre photocall, mais permettez-moi d'en citer quelques-uns. La RATP, qui nous a généreusement offert une campagne d'affichage dans le métro, le ministre peut en témoigner. La Fondation Aga Khan, qui nous a aidés à accueillir de nombreuses personnalités, Airbus également. Une mention spéciale pour remercier du fond du cœur l'immense artiste Souad Massi, qui nous a fait un magnifique cadeau en acceptant d'être avec nous pour notre soirée de clôture. Enfin, si vous me permettez, Monsieur le Ministre, je souhaiterais rendre hommage aux équipes de l'Académie diplomatique et consulaire qui, avec tous nos partenaires, ont conçu et réalisé cet événement. Un immense merci à la secrétaire générale de la Fabrique, Marianne Dembélé, et à ses valeureuses coéquipières Pauline et Mélissa, mais aussi à tous les stagiaires et bénévoles qui nous ont accompagnés et seront avec vous présents pendant ces 2 jours. Ils sont plus de 250. Plus de 250.
Et ultime recommandation, ne vous limitez pas au seul panel du forum et aux tables rondes, aussi passionnantes soient-elles. Vivez pleinement cette expérience inédite, immersive que l'on vous propose à travers de nombreux exercices, des jeux de rôle, des simulations onusiennes. Bref, déployez-vous, soyez curieux. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Pour celui qui fut l'assemblier et l'architecte de cette fabrique de la diplomatie avec toutes ses équipes, je vous demande une nouvelle salve d'applaudissements pour Didier Lebret. Je salue la présence de Laurent Saint-Martin, ministre délégué, qui aura l'occasion de s'exprimer dans l'une des enceintes de cette fabrique de la diplomatie. Je remercie Monsieur le Président, Madame la Maire, pour leur accueil. Je veux reprendre vos mots, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le monde entier est à la Sorbonne Nouvelle. Et je salue et remercie pour leur présence les 60 ambassadeurs, diplomates étrangers qui nous font l'honneur de leur présence ce matin, mais également de leur présence à l'occasion des événements qui, tout au long de ces 2 jours, vont leur permettre et vous permettre de découvrir d'un peu plus près ces figures représentant leur pays en France auprès de nous. Je veux dire aussi que c'est le Quai d'Orsay qui est à la Sorbonne Nouvelle, puisque tout le Quai d'Orsay est là. Toutes ces figures les plus éminentes, en commençant par sa secrétaire générale, chère Anne-Marie Descottes, les directeurs et directrices, les ambassadrices et les ambassadeurs, le directeur général, bref, vous voyez que toutes les équipes du Quai d'Orsay se sont mobilisées pour ce moment important qui est celui de cette première édition de la Fabrique de la diplomatie. Je veux saluer bien sûr les étudiantes et les étudiants qui sont là nombreux et bien évidemment toutes celles et ceux qui de manière bénévole ont souhaité consacrer ces 2 journées à faire connaître, mieux connaître la diplomatie, ses métiers et ses enjeux. Qu'est-ce que nous entendons par fabrique de la diplomatie? Qu'est-ce que ça veut dire une fabrique? Eh bien, le mot fabrique trouve son origine dans le latin fabrica, qui désigne à la fois un lieu, un métier et un art, celui de façonner la réalité. La fabrique de la diplomatie a donc pour nous une triple ambition. Réunir en un même lieu tout l'écosystème français de la diplomatie, permettre au plus grand nombre de découvrir le métier de diplomate et les voies d'accès pour y parvenir, et enfin mobiliser l'intelligence collective pour imaginer des solutions aux grands défis internationaux. Et votre présence nombreuse sur ce campus est la preuve que les affaires étrangères sont les affaires de tous et que l'intérêt pour ce que nous faisons, pour ce que nous fabriquons au Quai d'Orsay va grandissant. C'est sans doute que, peut-être, ce que nous fabriquons au Quai d'Orsay n'est pas toujours parfaitement bien connu. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique au Quai d'Orsay? Il est vrai que c'est un atelier un peu particulier. Les matières premières sont les mots, les idées et les rencontres, et le produit fini, c'est la paix, la sécurité, la prospérité et le rayonnement de la France dans le monde. Pour y parvenir, les outils que nous avons à notre disposition, les instruments, n'ont qu'une seule limite, l'imagination. Les diplomates ont recours à la négociation, la coopération, la persuasion et, lorsque c'est nécessaire, à l'instauration d'un rapport de force. Au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, on fabrique de la confiance quand il n'y en a plus, on tisse des liens quand tout semble se défaire, on invente des solutions lorsque les problèmes paraissent insolubles et le dialogue impossible. Le métier de diplomate est un métier exigeant. C'est faire en permanence du sur-mesure. Et cela exige une formation solide, des connaissances, un apprentissage qui se construit patiemment au fil des langues apprises, des pays traversés, des crises surmontées. C'est une expertise qui se forge dans l'expérience vécue, celle du terrain,
de la connaissance des usages et des codes, des subtilités culturelles qui font qu'une phrase trouve son écho ou qu'un geste apaise une tension. Ce savoir-faire ne se fabrique pas en un instant, il se transmet et il s'apprend. Au fond, ce que l'on fabrique d'abord et avant tout au Quai d'Orsay, ce sont des diplomates capables de rechercher partout le chemin de la paix, de la sécurité et du droit. Et pour y parvenir, notre pays dispose du 3e réseau diplomatique dans le monde et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères compte 14 000 agents dont je veux saluer devant vous la mobilisation, le courage, le dévouement. Parce que grâce à leur travail, nous sommes en mesure d'accomplir ces missions qui sont les nôtres et qui ne sont pas toujours parfaitement connues. Quelles sont les missions du Quai d'Orsay ? La première d'entre elles, c'est le service public de nos compatriotes établis à l'étranger. 3 millions de Françaises et de Français vivent à l'étranger et les agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères leur apportent un service public de qualité. Dans les moments les plus importants de leur vie d'abord, au moment de la naissance, au moment du mariage, au moment du décès. Et le Quai d'Orsay est de fait, Madame la maire, la première mairie de France, puisque nous émettons chaque année 500 000 documents d'état civil. Et nous le faisons avec une grande efficacité, puisque les délais d'obtention d'un passeport, lorsque on est français établi à l'étranger, sont de l'ordre de 22 jours, à peine 3 semaines, ce qui évidemment est un record par les temps qui courent. D'une efficacité record aussi, puisque toutes les enquêtes d'opinion que nous conduisons auprès des Français établis à l'étranger le démontrent, à plus de 90%, ils sont satisfaits de la manière dont nous apportons le service public jusqu'à eux. Comme quoi, même en France, on peut faire tourner un service public de qualité sans difficulté. Venez voir au Quai d'Orsay, vous verrez, ça fonctionne parfaitement. Évidemment, ça va plus loin que les documents et les titres d'identité. Nous avons permis aux Français établis à l'étranger, qui parfois se trouvent très loin, très éloignés, pensez à Ushuaïa, des grands centres urbains, la faculté, Monsieur le ministre des Français de l'étranger, de voter à distance, par voie électronique, une faculté dont ils se sont saisis massivement aux législatives anticipées de 2024. 75% des Français qui ont voté depuis l'étranger l'ont fait par voie électronique. Bon, et puis il y a les moments un peu plus difficiles que l'on peut vivre lorsqu'on est établi à l'étranger. Une nouvelle fois, lorsque survient une catastrophe naturelle, lorsque les tensions géopolitiques menacent la sécurité de nos compatriotes, ce sont nos valeureux diplomates dans les postes, épaulés par le centre de crise et de soutien du ministère, qui apportent des réponses. L'année dernière, en 2024, c'est à peu près 1000 de nos compatriotes à l'étranger qui ont dû être évacués. Et l'année dernière, en 2024, le centre de crise et du soutien du ministère, qui est un lieu fascinant pour la grande famille de la diplomatie française, puisque régulièrement, il fait appel aux bonnes volontés pour armer les lignes téléphoniques lorsqu'il s'agit de répondre aux appels de nos compatriotes en détresse à l'étranger. L'année dernière, ce sont 7000 appels qui ont été reçus et traités par le centre de crise et de soutien. Et cette année, évidemment, nous allons exploser tous les compteurs, puisque pendant la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran, ce sont 12 000 appels qui ont été reçus, 12 000 appels en 12 jours, et traités par les agents mobilisés du centre de crise et de soutien. Et puis je n'oublie pas que la vie d'une famille à l'étranger, c'est également, puisque nous sommes en cette période de rentrée concernée pour un certain nombre d'entre nous, c'est la rentrée des classes. C'est d'avoir la possibilité pour nos enfants qu'ils puissent recevoir un enseignement de qualité. Eh bien, le Quai d'Orsay, c'est aussi l'école des élèves à l'étranger, des élèves français à l'étranger. C'est notre réseau d'enseignement à l'étranger qui accueille 480 000 élèves, dont 160 000 élèves français. C'est la première mission du Quai d'Orsay, le service public des Français de l'étranger. La deuxième mission, peut-être un peu mieux connue, c'est celle évidemment de défendre nos intérêts, les intérêts de la France et des Français,
dans toutes les instances dans lesquelles ils sont en jeu. Les instances multilatérales, les instances européennes et le cadre bilatéral de la relation que nous entretenons avec les pays du monde, dont un certain nombre sont représentés éminemment aujourd'hui. Parce que j'y reviendrai dans quelques instants, mais chacun le sait ici, puisque si vous êtes venu en métro ou différemment, vous savez qu'une grande partie des enjeux, des défis auxquels notre pays est confronté trouvent leur résolution, une grande partie de leur réponse dans ces enceintes multilatérales, européennes ou encore bilatérales. Que l'on pense à l'emploi, que l'on pense à l'immigration, à la lutte contre le narcotrafic, à la santé, tout cela se joue en partie au-delà de nos frontières et les diplomates du Quai d'Orsay ont pour mission de défendre nos intérêts dans toutes ces instances. Troisième mission du Quai d'Orsay et dernière mission du Quai d'Orsay, c'est celle d'informer. Informer qui ? Eh bien d'abord les Françaises et les Français de ce qui se passe dans le monde. Le site du service public qui est sans doute le plus consulté de tous, vous le connaissez. Vous l'avez peut-être vous-même consulté quelques jours avant de partir en vacances. C'est le site Conseil aux voyageurs. 22 millions de visites l'année dernière. Je vous recommande d'ailleurs de le consulter régulièrement, parce que ceux qui ne le font pas, il leur arrive parfois d'avoir des problèmes. Alors, informer les Françaises et les Français, c'est d'abord leur indiquer ce qu'il se passe dans les régions du monde où ils se déplacent, mais c'est aussi informer leurs autorités, le président de la République, le Premier ministre, de manière à ce que les décisions qui sont prises soient appuyées sur des informations d'une grande précision. C'est ce qu'on appelle les télégrammes diplomatiques, on appelle ça aujourd'hui les notes diplomatiques, rédigées avec soin par les ambassadrices, les ambassadeurs, leurs équipes, dans les postes, qui vont permettre aux autorités françaises de se faire une idée précise de ce qui se passe sur le terrain. Savez-vous, mesdames et messieurs, combien de notes diplomatiques ont été rédigées l'année dernière par les diplomates du Quai d'Orsay ? 30 000. 30 000 notes diplomatiques sont remontées de tout notre réseau jusqu'à Paris pour que nous puissions prendre les décisions adéquates. Et je les ai toutes lues. Informer les Françaises et les Français, informer leurs autorités dans un monde en plein bouleversement, c'est essentiel. Mais c'est aussi la vocation et la mission du Quai d'Orsay d'informer le reste du monde, mesdames et messieurs les ambassadeurs, de ce que pense la France, de ce que dit la France. La responsabilité du Quai d'Orsay, c'est de porter cette voix, de donner son avis, de prendre position au nom de l'intérêt français sur les affaires du monde. Et de ce point de vue-là, il y a une formidable équipe de la direction de la communication et de la presse qui, au fil des années, a commencé à se transformer pour tenir compte du fait que nous vivons aujourd'hui dans un monde où l'espace de l'information, l'espace informationnel, comme on dit, s'est profondément fragmenté. Et que les messages que nous adressions auparavant dans un monde dans lequel l'information était intermédiée par les médias traditionnels n'est plus le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et nous avons décidé d'investir pleinement ce champ informationnel. Pourquoi ? Eh bien, pour faire entendre ce que c'est que la position de la France sur les crises en Afrique, sur les crises au Proche-Orient, sur la paix en Ukraine. Parce que si nous ne développons pas des stratégies pour faire entendre cette voix sur le monde ou dans le monde des réseaux sociaux, eh bien, ce sont d'autres qui prétendent savoir ce que pense et ce que fait la France à notre place. Donc d'abord pour faire entendre ce que c'est que la vérité de la voix de la France. Et puis ensuite, tout simplement, et de manière très importante, pour riposter contre toutes celles et ceux qui, à l'étranger, veulent porter atteinte à l'image de la France. Et dans les semaines et les mois qui viennent de s'écouler, nous avons décidé de continuer à transformer cette capacité que nous avons à protéger les intérêts français dans le champ des perceptions, dans le champ informationnel. En développant notre capacité de détection, nous allons installer des hubs de veille sur les réseaux sociaux dans chacune des grandes zones linguistiques du monde.
et dans notre capacité à répliquer chaque fois que nous sommes attaqués pour éviter que ces attaques, par leur caractère viral, ne viennent ternir l'image de la France à l'étranger. Nous nous apprêtons à lancer un compte de riposte automatisé. Il sera lancé dans les prochains jours. Son nom, French Response. Il permettra de contrer les attaques fallacieuses dont nous sommes la cible. Voilà un exemple récent de la multitude des initiatives que nous sommes en train de prendre pour nous doter d'une machine de guerre capable de contrer les atteintes dont nous faisons l'objet. Voilà les missions du Quai d'Orsay qui seront, je dirais, à l'ordre du jour des travaux de la Fabrique de la diplomatie et auxquels je vous invite à vous intéresser. Pourquoi un tel succès, cher Didier, Monsieur le Président de la Fabrique de la diplomatie? Eh bien, au fond, parce que nous traversons une époque dans laquelle, plus que jamais, il est indispensable de resserrer ces liens entre les Françaises et les Français et leur diplomatie. Les Françaises et les Français n'ont aucune intention de rester les bras croisés pendant que le monde se reconfigure. Ils veulent avoir les cartes en main. Ils ne veulent pas être spectateurs, ils veulent être acteurs, ou en tout cas, ils veulent être en situation de responsabilité, de comprendre pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, participer à la décision. Et c'est la raison pour laquelle, avec Laurent Saint-Martin, avec Benjamin Haddad, avec Thani Mohamed Soilihi, nous avons voulu, depuis 9 mois, ouvrir les portes du Quai d'Orsay et tourner ce ministère vers les Françaises et les Français, pour créer un lien entre la nation et sa diplomatie, pour créer un lien diplo-nation comme il existe ailleurs, un lien armée-nation. C'est ce qui explique que vous nous ayez vus, avec les ministres délégués, nous déplacer constamment en région pour aller à la rencontre des Françaises et des Français, et notamment des jeunes, qui nous demandent des comptes et qui nous demandent de pouvoir participer à ces échanges. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert, je le disais, physiquement les portes du Quai d'Orsay pour que tous les publics puissent y avoir accès. Les enfants, les aînés, les curieux, les diasporas et tous les citoyens qui s'intéressent de près ou de loin à la diplomatie. Au mois de mai, certains d'entre vous ont participé à la Nuit des idées, dans un format nouveau qui a attiré plus de 1000 personnes pendant toute une soirée au Quai d'Orsay pour des débats participatifs et des rencontres avec les figures de ce ministère. Au mois de juin, pour la fête de la musique, ce sont les diasporas qui ont envahi pour la première fois, si je puis dire, les jardins du Quai d'Orsay, puisque nous les leur avions confiés pour qu'ils puissent, d'une certaine manière, se sentir là-bas comme chez eux. Nous avons créé pour la première fois, ce qui n'est pas simple, croyez-moi, un circuit de visite au Quai d'Orsay. Parce que ce lieu qui fut construit il y a 180 ans pour être le temple, on pourrait dire le porte-avions de la diplomatie française, recèle dans tous ces salons, dans tous ces recoins, des histoires qui permettent de comprendre ce que c'est que la diplomatie française et sa vocation. Nous avons décidé d'enraciner la diplomatie sur l'ensemble du territoire national en lançant un label patrimoine de la diplomatie, en appelant les Françaises et les Français à identifier les lieux qui, autour de chez eux, manifestent par leur histoire les succès et parfois les échecs de la diplomatie française. Et on a commencé par ma ville, la ville de Versailles, où la bibliothèque Choiseul, qui fut jadis le siège du ministère des Affaires étrangères, a été le premier bâtiment à recueillir ou à recevoir ce label. Nous avons lancé, on s'en parlait tout à l'heure, la réserve diplomatique. Immense succès. La réserve diplomatique, ça n'est pas une nouvelle académie diplomatique et consulaire, elle n'a pas vocation à former les diplomates de demain. Elle a vocation à permettre à toutes les citoyennes et les citoyens qui le souhaitent de venir appuyer le travail de nos diplomates lorsqu'il s'agit de porter de la voix de la France sur les réseaux sociaux. Il y aura un contingent numérique de cette réserve, à nous appuyer lorsque nous recevons le monde entier pour le sommet sur l'intelligence artificielle, le sommet sur les océans, ou plus généralement pour soutenir les actions du Quai d'Orsay, devenir acteur plutôt que de rester spectateur.
Je pense à d'autres initiatives qui se sont poursuivies cette année, le concours d'éloquence des jeunes ambassadeurs qui réunit des collégiens et lycéens de la France entière, l'Académie diplomatique d'été, elle aussi très courue, qui concerne des lycéens et étudiants sélectionnés en fonction de critères sociaux. Cette année, pour combien de places, Didier ? 100. Pour 100 places, nous avons reçu 3000 candidatures. Les Français ne veulent pas rester les bras croisés. Ils savent que les affaires étrangères sont les affaires de tous. Et nous allons continuer à tisser inlassablement ce lien entre les Français et leur diplomatie. Nous avons demandé à des centaines de diplomates, dont certains sont présents ici, et je les en remercie, de se rendre d'ici à la fin de l'année dans les collèges et les lycées dont ils sont issus. Parce qu'il y a dans notre pays une aspiration à s'emparer des enjeux géopolitiques et à les comprendre. Nous avons également renoué un lien qui peut-être s'était un peu distendu avec les acteurs de la politique internationale de la France. Bien sûr, le Quai d'Orsay occupe une place centrale, en lien étroit avec les orientations qui sont fixées avec le président de la République. Mais d'autres acteurs concourent à l'action internationale de la France et nous ne pouvons pas faire comme s'ils n'existaient pas. Je pense d'abord aux collectivités territoriales, qui sont le premier partenaire du ministère des Affaires étrangères. Par leur action de coopération décentralisée, c'est-à-dire des financements très concrets qui viennent participer au développement de projets à l'étranger, par leur présence constante dans les pays avec lesquels ils entretiennent des partenariats, des jumelages, ils jouent un rôle important et nous avons décidé d'accroître notre coopération et la compréhension mutuelle de notre action. Je pense aux parlementaires également, qui, par leurs nombreux voyages et leurs interventions, portent la voix de la France différemment de la manière dont les diplomates le font, mais de manière harmonieuse, ce qui permet de donner une dimension symphonique à la voix de la France à l'étranger. Je le disais, ce lien entre les Français et leur diplomatie, ils souhaitent que nous puissions le renforcer. Nous sommes mobilisés pour le faire. Et si cet événement qui commence aujourd'hui a connu un tel succès, c'est parce que la conscience est vive chez nos compatriotes, que leurs préoccupations du moment trouvent une partie de leur résolution au-delà de nos frontières. Prenez n'importe quelle enquête d'opinion qui classe les priorités des Français par ordre décroissant. Et vous y trouverez, selon l'Institut qui a réalisé le sondage, l'emploi, l'immigration, la santé, le climat. Eh bien, prenons l'emploi d'abord, et je parle devant le ministre de l'Attractivité. 1 emploi sur 10 est créé en France par une entreprise étrangère. Et sur 4 euros de richesse produite, sur 10 euros de richesse produite en France, 4 a vocation à exporter, en tout cas jusqu'à présent, avant les accords commerciaux qui ont été signés cet été. Ça n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une politique résolue menée par les services du Quai d'Orsay pour accompagner les entreprises françaises vers l'export, ce qui leur permet de grandir, de se développer, mais aussi attirer en France des investissements étrangers, dont je rappelle qu'ils ont permis ces dernières années de revitaliser des territoires, des villes moyennes qui avaient été littéralement laminées par la désindustrialisation. Et si pour la 6e année consécutive, la France est le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe, ça n'est pas un hasard. C'est parce que la diplomatie économique menée par le Quai d'Orsay bat son plein sous l'autorité du ministre délégué. Je parlais de la santé. Bien sûr qu'il y a des sujets en matière de santé publique qui ont vocation à être traités au niveau national. Mais quel est le pire épisode sanitaire que nous ayons vécu ces dernières années? Trouve-t-il ses origines en France, dans notre pays? Bien sûr que non. Alors comment nous préparer à éviter de confiner tout un pays lorsque la prochaine fois que le risque pandémique émergera? Eh bien, c'est ce que nous faisons en installant à Lyon l'Académie mondiale de l'Organisation mondiale ou l'Académie de l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire à cette académie de l'OMS? On va lui faire former 3 millions de soignants qui ensuite, de retour dans leur pays, parviendront à maîtriser le risque pandémique lorsqu'il se manifestera. Et de cette manière-là, nous parviendrons à contenir la menace sanitaire venant de l'étranger.
l'environnement et le climat, après un été de tous les dangers, où s'est manifesté de manière ravageuse l'effet du dérèglement climatique, eh bien là, c'est là encore en entraînant avec nous, comme nous l'avons fait il y a 10 ans avec l'accord de Paris, la communauté internationale sur une trajectoire ambitieuse de maîtrise et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et 10 ans après l'accord de Paris, si nous n'avions pas eu l'accord de Paris, les tempêtes, les incendies, les inondations, tout cela aurait beaucoup plus d'ampleur encore que ce que nous vivons tragiquement en 2025. Et 10 ans après l'accord de Paris, c'est encore la diplomatie française qui s'est levée et qui a dit il y a une cause qu'il nous faut absolument défendre avec le reste de la communauté internationale. Notre principal puits de carbone, notre principal instrument de régulation du climat, et qui aujourd'hui ne fait l'objet d'aucune préoccupation, c'est l'océan. Et dans quelques jours à New York, grâce à la mobilisation historique que nous avons réussi à susciter à Nice, dans quelques jours à New York, seront déposées les dernières ratifications qui permettront à l'accord sur la protection de la haute mer d'entrer en vigueur. Nouveau tour de force de la diplomatie française, ça peut sembler un peu éloigné, mais c'est directement lié aux incendies qu'on a vus à Marseille, dans l'Aude, aux inondations qu'on a vues dans les Hauts-de-France ces dernières années ou encore en région parisienne. Sur l'immigration, je ne serai pas long, mais là encore, une partie très importante de ce sujet, qui est au cœur du débat politique national, se joue à l'étranger. Et lorsque la diplomatie française se déploie quelques jours à peine après la chute du régime sanguinaire de Bachar al-Assad en Syrie, c'est bien évidemment pour traiter des sujets là où ils se manifestent, plutôt que d'avoir en traité les conséquences lorsque, comme ce fut le cas il y a 15 ans, quand Bachar al-Assad réprimait dans le sang la révolution de 2011, des millions de Syriens légitimement ont pris tous les risques pour aller chercher de refuge et asile en Europe. Je finirai en parlant de paix et de sécurité, même s'il y a là des concepts dont on a pris l'habitude, en pensant que c'est un peu comme l'air que l'on respire, et que tout cela, en quelque sorte, est là pour toujours. Bien sûr que non. Si nous vivons en paix et en sécurité, c'est parce que les générations qui nous ont précédés, au sortir de 3 guerres qui avaient déshonoré et ruiné notre continent, ont décidé de construire, avec les pays qui sont nos voisins, des systèmes de solidarité qui allaient nous préserver contre ces rivalités et contre le ressentiment qui incessamment nous avait lancé dans l'agressivité et la rivalité des uns contre les autres. Ce sont les efforts, une nouvelle fois, de la diplomatie française d'il y a 75 ans. C'est Robert Schuman, dans le Salon de l'Horloge, qui propose de manière unilatérale à l'Allemagne de créer une communauté européenne du charbon et de l'acier, un moment qui s'est passé le 9 mai de cette année-là et qui est célébré dans tous les pays européens aujourd'hui encore comme le moment fondateur de l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas tombée du ciel, elle est née dans le Salon de l'Horloge du Quai d'Orsay grâce au travail des diplomates français. Et pour reprendre les mots de Robert Schuman dans cette déclaration d'1 minute 30, vous voyez qu'il parvenait à dire des choses beaucoup plus importantes que celles que j'ai dites ce matin en beaucoup moins de temps. Une phrase que je retiens et que je cite souvent, c'est la suivante, parce qu'elle est d'une actualité brûlante. La paix mondiale ne sera sauvegardée qu'avec des efforts créateurs à la hauteur des dangers qui la menacent. C'est habité par cette conviction que l'heure est aux efforts créateurs, que les diplomates français, en lien avec leurs homologues étrangers, travaillent pour continuer de défendre partout les intérêts des Françaises et des Français, pour, comme l'ont fait leurs prédécesseurs, trouver des solutions créatives aux enjeux du monde. Ce métier si singulier, cette vocation si particulière, je vous invite toutes et tous à la découvrir lors de ces 2 journées consacrées à la fabrique de la diplomatie, en remerciant une nouvelle fois et de tout cœur les artisans patients, déterminés, résolus de cette manifestation qui, de toute évidence, est déjà un immense succès. Merci à tous. Merci beaucoup.